10e trait, l'hypocrisie. Comme on l'a vu, un narcissique cumule un sens biaisé de la justice, un désintérêt pour les émotions des autres sauf à des fins de manipulation, et une hypersensibilité face à la moindre frustration, critique ou contradiction. Et comme en prime, il a besoin chroniquement de validation et n'a aucune hésitation à l'obtenir au travers du dénigrement des autres, parce qu'à défaut de parvenir à se convaincre d'être meilleur qu'un autre, c'est toujours plus facile de se convaincre que l'autre serait pire que soi d'une manière ou d'une autre, il va résulter de ce cocktail qu'un narcissique va faire preuve à la fois d'une exigence extrême envers les autres et à la fois d'une complaisance infinie envers lui-même. Évidemment, il en résulte une hypocrisie qui a tendance à sauter aux yeux de n'importe quel observateur extérieur. Comme exemple type de cette hypocrisie, on pourrait citer celui du prêtre homophobe qui prêche férocement contre la perversion homosexuelle à chaque messe, en la qualifiant d'abomination abjecte qui condamne les pécheurs au tourment éternel s'ils ne s'en repentent pas immédiatement avec soumission et humilité, et qui finit pourtant par se faire surprendre à jongler avec des couilles dans le confessionnal entre midi et 2. Celui de l'incel névrosé qui traite de garces les meufs qui exposent leur corps à moitié dénudés sur les réseaux sociaux, mais qui passe ses journées à liker ce genre de contenu et leur envoyer des photos de sa tub que personne ne lui a demandé. Celui du youtubeur donneur de leçons sur le sexisme et la culture du viol, dont on apprend soudainement qu'il a imposé son droit à l'orgasme sur une meuf qui pleurait. Ou encore l'indigné de carrière qui prétend être profondément ému par la cause de la protection des enfants, mais qui n'aborde pourtant que quand c'est pour traiter de pédophiles, ceux qui éduquent justement les enfants à reconnaître et réagir aux abus. Les narcissiques étant dépendants des retours externes pour se forger leur propre opinion d'eux-mêmes, ils cherchent constamment à se donner une image noble, être reconnus comme l'incarnation vivante d'une cause, d'une fonction ou d'une idée réputée supérieurement valeureuse est souvent leur plus grand rêve. Peu importe que leur idée de la noblesse repose sur des prémices raisonnables et qui cherchent à se draper de causes justes, ou à l'inverse qu'elle repose sur des prémices pétées et qu'ils recourent à des idéologies toxiques pour vanter leurs grosses valeurs supérieures en dénigrant des populations jugées dévoyées ou inférieures. Ce qui importe, à leurs yeux, c'est de convaincre le plus largement possible qu'ils sont l'incarnation d'un symbole respecté par un grand nombre. Ce qui fait que cette hypocrisie ne s'arrête pas à la seule contradiction entre un discours et des actes. Il est aussi commun qu'ils construisent toute leur carrière autour de cette ambition d'incarner un symbole, et pour cette raison, ils prisent communément des postes ou rôles sociaux à forte valeur symbolique ou morale, soit des métiers valorisants par leur prestige, comme chercheurs, pompiers ou médecins, soit des métiers qui n'ont pas forcément bonne réputation en eux-mêmes, mais qui permettent de se revendiquer d'une plus haute autorité intellectuelle, judiciaire ou morale, comme politiciens, prêtres, flics, profs ou sociologues. Alors attention à ne pas faire d'amalgame, ça ne veut pas dire que suivre une carrière de pompier, médecin ou sociologue serait en soi un comportement narcissique. Ça c'est juste politicien. On peut tout à fait poursuivre ces carrières pour des motivations qui n'ont rien de narcissique. Simplement, ces métiers, de par leur valeur symbolique ou l'autorité intellectuelle et morale qu'ils confèrent à leurs représentants, sont de véritables aimants à narcissiques qui y voient des moyens parfaits de se mettre en lumière en prétendant à une plus haute dignité que la norme. Or, comme ils ne s'intéressent qu'à l'aspect superficiel de cette moralité ou autorité, il est bien rare qu'ils fournissent l'effort réel et quotidien de se rendre conformes aux attentes associées à leur rôle. D'ailleurs, qui va leur reprocher de ne pas l'être? De simples moldus comme vous et moi? Voyons, lui, il est chercheur, pompier, politicien, sociologue. Il est bien mieux placé que vous pour juger de sa contribution sociale. Il en est même expert. Restez donc à votre place. Et bien sûr, si jamais un reproche leur est adressé par quelqu'un de qualifié à le faire, c'est qu'il est corrompu et fait partie du grand complot qui veut le voir échouer parce qu'il dérange les puissants, la preuve qu'il existe bien. Également, pour des raisons qu'on détaillera plus loin, il est commun que leur choix d'activité ou des causes qu'ils défendent soient principalement en lien avec des angoisses qu'ils cherchent à apaiser. Dans un mouvement qui évoque la notion de refoulement, ils vont alors se faire une spécialité de dénoncer très vocalement des vices réels ou supposés, qui sont précisément ceux dont ils redoutent d'être eux-mêmes accusés un jour, souvent pour de bonnes raisons. Il y a aussi dans cette manœuvre une intention manipulative, qui consiste à se mettre en position de porte-étendard public d'une fonction ou d'une cause, de sorte à ce qu'ébruiter de telles accusations à leur encontre aurait un impact très négatif sur l'image de la fonction ou de la cause en question. Le but recherché est de s'assurer d'être protégé par une institution entière qui cherchera très probablement à éviter un scandale et faire en sorte d'étouffer l'affaire. C'est malheureusement très efficace, puisque lorsqu'un tel scandale finit par éclater, on découvre souvent stupéfait que ça faisait des années que tout le monde savait mais que personne n'osait rien dire, voire pire que de nombreuses affaires antérieures avaient été couvertes, autorisant le concerné à continuer de sévir impunément. C'est ce qui explique qu'on voit régulièrement éclater des affaires dont l'ironie saute aux yeux,
et qui souvent implique une personnalité publique engagée dans une cause et connue pour distribuer des leçons de morale à tour de bras, qui se révèle finalement avoir fait carrière à dénoncer rien de moins que des comportements dont il se rendait lui-même responsable en coulisses. Par exemple, un manager récompensé pour son engagement contre le harcèlement sexuel en entreprise, qui a donné des TED Talks sur le sujet et fait l'objet de nombreux articles louant ses mérites, et qui se retrouve pourtant d'un coup au centre d'un hashtag MeToo, avec des dizaines d'employés qui sortent du silence en dénonçant de sa part les abus les plus dégueulasses imaginables. En lien avec l'enabling dont on reparlera plus tard, le fait d'acquérir une notoriété publique au travers d'une fonction ou une cause leur procure une forme de pouvoir dont ils raffolent d'abuser. Puisqu'ils obtiennent leur shoot de narcissium en se persuadant de dominer les autres, se retrouver en position présumée intouchable est un de leurs plus grands fantasmes, et ils se régalent de donner aux autres des leçons dont ils savent parfaitement qu'ils ne se les appliquent pas à eux-mêmes, et même parfois savent que ceux à qui ils donnent ces leçons le savent aussi, parce que c'est un parfait exemple de flex narcissique qui revient en quelque sorte à dire « c'est moi le boss, mon boulot c'est d'énoncer les règles, pas de les suivre ». Et ça nous emmène au trait suivant, l'arrogance.